I would like to start now with the next session, which is a great honor, continuing from the very successful conference in the morning, to have the honor to have as our speaker today His Excellency, the Ambassador of France in Greece, Mr. Christophe Saint-Epie, who will be giving his keynote address. And following the keynote address of the Ambassador, there will be a mini ceremonial about the signature of an MOU, a Memorandum of Understanding between Public Power Corporation, where we have the honor to have with us the CEO of PPC, Mr. Emmanuel Panagiotakis, and Accor Energy, which is a French international renewable investor, with its CEO and founder, Mr. Eric Scotto, who is present here with us. So, if I can please have your attention, if we can keep it a little bit quiet, so that we can start with the keynote address of His Excellency, the Ambassador of France in Greece, Mr. Saint-Epie. The floor is yours. Thank you very much. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, da ministro Stagalika, ja ti ne πιο εύκολο για μένα, αλλά δέχεται τη μεταφρασή στα ελληνικά και στα γαλλικά, και στα αγγλικά, συγγνώμη. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité à m'exprimer devant vous aujourd'hui dans le cadre de ce symposium sur un sujet central pour le développement de nos sociétés, la transition énergétique. Je souhaite exposer devant vous 3 points qui me paraissent utiles au débat qui nous réunit aujourd'hui. Premièrement, l'urgence climatique qui doit sous-tendre toutes nos actions de transition énergétique. Deuxièmement, où en sommes-nous des efforts internationaux menés en particulier par la France et par l'Europe dans ce cadre? Et enfin, troisièmement, je vous dirai quelques mots des mesures qui ont été prises en France, dans mon pays, et qui peuvent illustrer de manière concrète comment la transition énergétique se construit au quotidien. Enfin, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, car dans quelques instants, après les quelques mots que je vais vous adresser, nous assisterons à la conclusion d'un partenariat important entre une société française, la société AQO, et ZEI, pour investir ensemble dans un projet d'avenir. Donc la transition énergétique, premier point, est plus que jamais urgente et nécessaire pour nous permettre de lutter contre le changement climatique. Ce changement climatique, vous en êtes ici, je pense, tous convaincus, est une réalité et une urgence. L'année 2016 a été la plus chaude depuis 1850, avec des températures supérieures de 1,1 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Ce réchauffement à grande vitesse est porteur de risques pour nos sociétés. Il accélère des phénomènes dangereux pour notre vie actuelle et pour notre avenir, comme la hausse du niveau des océans et la fonte des glaces. L'étendue des glaces en Arctique aujourd'hui ne représente plus que la moitié de celle enregistrée dans les années 1980, c'est-à-dire hier, il y a 40 ans. Et la fonte des glaces de l'Antarctique s'accélère tout autant ces dernières années. Ce réchauffement climatique contribue à générer des événements météorologiques extrêmes, comme les ouragans, les canicules, les inondations. Et il est permis malheureusement de penser qu'une partie des graves intempéries, mais aussi des incendies qui ont frappé ces dernières années, notamment en Europe, et notamment dans des zones d'Europe qui n'étaient normalement pas touchées par les incendies, je pense à l'extrême nord de l'Europe, trouvent une partie de leur origine, ou en tout cas la violence de leurs effets, dans le réchauffement climatique. Le changement climatique a un impact très clair sur la vie humaine. Au-delà des calamités que je viens d'évoquer, il y a la baisse des productions agricoles qui rend encore plus vulnérables
des zones déjà fragiles comme l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est. Il y a le développement d'épidémies et l'expansion de maladies tropicales comme la dengue et le paludisme, y compris dans des régions tempérées, jusqu'ici épargnées. Enfin, le changement climatique touche notre biosphère en contribuant à l'effondrement de la biodiversité. Et vous savez que cet effondrement est absolument cataclysmique, et à la dégradation de la qualité des terres et à la désertification des terres arables. Ces phénomènes peuvent être réduits fortement, ces phénomènes négatifs, si la hausse globale de la température est limitée à 1,5 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. C'est ce que tous les scientifiques se sont accordés à reconnaître. Mais il faut agir maintenant sur la base des engagements qui ont été pris, notamment au niveau international. Je voudrais ici rappeler que notre jeunesse a également, dans tous nos pays, et notamment en Europe très fortement, pris la mesure de cette urgence. C'est cette jeunesse qui manifeste aujourd'hui, chaque semaine, dans de nombreuses villes du monde, et particulièrement en Europe. Il y en a eu ici à Athènes, pour appeler à renforcer nos actions sans délai. C'est cette jeunesse qui a compris que la dérive actuelle menace non pas la planète Terre, qui elle survivra, mais l'humanité qui habite cette planète. Le secteur énergétique est évidemment en première ligne dans ce combat, tout comme la diplomatie d'ailleurs, pour concerter les actions entre les États. Face à une telle urgence, la France s'est mobilisée avec ses partenaires européens, dont la Grèce évidemment. Cette action diplomatique est importante pour mener à bien la transition de nos sociétés vers des modèles moins énergivores et émetteurs de gaz à effet de serre. L'année 2015 a constitué de ce point de vue un tournant avec l'adoption de l'accord de Paris, la COP 21, pour laquelle la France a joué le rôle que vous savez. Où en sommes-nous depuis, c'est-à-dire depuis 4 ans, bientôt 4 ans? Malgré la volonté annoncée des États-Unis de sortir de l'accord, ce qui n'est juridiquement pas encore le cas à l'instant où je vous parle, cet accord de Paris conserve encore sa vocation universelle et il bénéficie toujours aujourd'hui du soutien d'un très grand nombre d'États. Je rappelle que 195 États ont signé cet accord et que 178 l'ont déjà ratifié. Et que même aux États-Unis, des États, des villes, des entreprises, et pas des moindres, se mobilisent pour que l'accord de Paris continue à vivre également pour les États-Unis. Il s'agit maintenant de tenir les objectifs qui ont été fixés à Paris, objectifs de long terme, consistant notamment à maintenir la hausse des températures à 2 degrés maximum et, si possible, à ce 1,5 degré Celsius qui permettrait de stopper l'évolution négative de la situation. La France a pris depuis l'accord de Paris toute sa place avec ses partenaires européens dans ses efforts internationaux. Je citerai par exemple ce rendez-vous important du One Planet Summit qui a été organisé avec les Nations Unies et la Banque mondiale. Le premier sommet a été organisé à Paris en décembre 2017. Il a permis de mobiliser 4000 acteurs publics et privés, j'en mentionnais certains venant des États-Unis, autour de la mise en œuvre de l'accord de Paris et avec le lancement d'une trentaine de coalitions et d'initiatives autour de 12 thématiques couvrant une grande variété de sujets. Depuis, 2 autres sommets One Planet ont eu lieu, l'un à New York en 2018 et l'autre à Nairobi le 14 mars dernier, pour poursuivre notamment la mobilisation de la recherche de financement pour aider la transition énergétique, notamment dans les pays moins développés. Je citerai également les objectifs que la France veut donner à sa présidence du G7 cette année. Une réunion des ministres de l'Environnement des 7 pays membres du G7 vient de se tenir dans la ville de Metz, en France, pour préparer le sommet des chefs d'État fin août. La France a fait de la lutte contre les inégalités son ambition centrale pour cette année de présidence du G7
Et la réduction des inégalités environnementales fait partie de cette lutte plus générale sur l'ensemble des inégalités. Enfin, la France a dit publiquement qu'elle était satisfaite et qu'elle partageait la stratégie climatique de long terme qui a été présentée par la Commission européenne en novembre 2018. Cette stratégie montre qu'en conjuguant nos efforts, l'objectif de neutralité carbone en 2050 est atteignable et qu'il est bénéfique, non seulement pour l'environnement, mais également pour l'économie et pour le bien-être social des citoyens européens. Mais la France considère aussi que l'Union européenne peut et doit faire encore plus pour le climat. Je citerai 2 points qui sont importants. Le premier consisterait à relever le niveau d'ambition pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris en revoyant à la hausse la contribution de l'Union européenne à l'accord de Paris avant 2020 afin d'aligner nos engagements avec une trajectoire compatible avec l'objectif 2%. Donc nous devons, accélérer nos efforts, renforcer nos efforts au niveau européen pour être sûr que la cible sera atteinte. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que, au niveau européen, aucun accord commercial ne soit signé avec des puissances tiers s'il ne prend pas encore en compte les objectifs environnementaux qui sont ceux de l'accord de Paris. Enfin, je vous donnerai quelques éléments rapidement sur la manière dont la France, dans le cadre national, se mobilise pour décliner ses politiques européennes et mondiales en faveur de la transition énergétique. Les engagements climat de la France se structurent autour de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, qui a été adoptée en août 2015, donc la même année, quelques mois avant l'accord de Paris, autour du plan climat qui a été présenté en juillet 2017, et d'un dispositif qui s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est la stratégie de la France, en fait, à l'horizon de 10 ans, pour tendre vers les objectifs fixés par l'accord de Paris. Tout ceci, évidemment, n'est pas que déclamatoire. Il y a également des investissements, et notamment des investissements publics, qui sont consentis pour atteindre les objectifs fixés. C'est ainsi que plus de 70 milliards d'euros vont être investis dans les énergies renouvelables dans les années qui viennent, afin que nous atteignions l'objectif que nous nous sommes fixés, d'avoir 32% de notre énergie nationale sous forme d'énergie renouvelable en 2030. La semaine dernière, le gouvernement français a également adopté un projet de loi qui reprend l'ensemble de ces dispositifs et qui les renforce encore sur un certain nombre de points. Ainsi, l'objectif est fixé par ce projet de loi qui va être débattu par le Parlement français dans les semaines qui viennent. L'objectif est fixé de 0 émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050. Je dis bien émission nette, ça veut dire qu'on continuera à émettre d'un côté des gaz à effet de serre, si par ailleurs des mesures compensatoires sont prises pour effacer cette production de gaz à effet de serre. C'est un objectif très ambitieux, c'est le standard actuellement le plus élevé au monde, et il implique, pour donner un exemple concret, un effort substantiel, puisqu'il va nous falloir en France diviser d'ici 2030 par 6 nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis il va falloir que nous accélérions notre sortie progressive des énergies fossiles avec l'objectif de réduire notre consommation de ces énergies fossiles de 40% d'ici 2030. Tout cela, ce sont des chiffres, des objectifs, mais derrière, il y a des mesures concrètes. C'est ainsi, par exemple, que d'ici 2022, c'est-à-dire d'ici la fin du mandat de l'actuel président de la République, M. Macron,
toutes les centrales à charbon françaises seront fermées. C'est ainsi que des aides financières importantes sont prévues pour la mobilité, notamment la mobilité individuelle, et notamment le remplacement accéléré du parc automobile pour des véhicules moins polluants. C'est ainsi également, c'est un problème en France, c'est un problème dans beaucoup de pays. Certains ont de l'avance, notamment en Europe du Nord, où il fait plus froid qu'en France. C'est l'isolation thermique des logements. On a une expression en français qui consiste à parler de passoire énergétique, lorsqu'en fait les logements sont tellement peu isolés qu'une part très importante du chauffage chauffe l'extérieur et non pas l'intérieur de la maison. Donc il y a tout un plan avec des aides financières importantes qui va être mis en œuvre, qui est déjà mis en œuvre en France, pour que l'isolation thermique des logements, évidemment des logements neufs qui sont construits, mais aussi de tout le parc de logements anciens, soit améliorée. Et puis il y a par exemple un objectif très simple qui là aussi est accompagné d'aides financières individuelles, qui est l'incitation des ménages, donc des individus, à remplacer leur vieux système de chauffage au fioul, au mazout, par des systèmes qui soient évidemment moins polluants. Au-delà de cette ambition et des mesures concrètes, je n'en ai décliné évidemment que quelques-unes, il y a l'idée que la transition énergétique est non seulement un impératif pour notre avenir, mais aussi une opportunité pour l'économie. On en est bien convaincu en Europe. Dans certains autres coins du monde, malheureusement un peu moins. C'est une opportunité économique et nous avons en France chiffré la création d'emplois à l'horizon 2030 grâce à ces mutations dans le domaine énergétique et dans le domaine climatique. Nous avons chiffré que d'ici 2030, nous créerions 200 000 emplois, rien que dans ce secteur. C'est évidemment tout à fait considérable. Et l'impact sur le PIB est encore plus important. Je vous rappelle qu'en France, en 2019, les prévisions de croissance sont aujourd'hui à 1,5%. On estime que d'ici 2020, l'effort qui va être fait dans le sens de la transition énergétique devrait rapporter 0,8 points de PIB en plus chaque année. C'est énorme. Quand on a une croissance à 1,5 et qu'on a un 0,8 qui vient s'ajouter, c'est énorme. Et l'horizon 2030, ça devrait être 1,5. Ça veut dire qu'avec tout ce qui va être fait sur la transition énergétique, un pays comme la France pourrait, toutes choses égales par ailleurs, doubler son taux de croissance. C'est évidemment parfaitement considérable. On voit bien, et vous le savez, ce sont des mesures concrètes, quotidiennes, mais qui ont un impact et qui permettent de faire évoluer nos sociétés vers un modèle énergétique et environnemental durable et qui permettent de répondre aux défis de ces mutations climatiques. Je veux dire enfin un dernier mot en conclusion. Cet effort collectif peut sembler démesuré. L'objectif de la neutralité carbone en 2050, on se dit 2050 c'est dans 30 ans, et c'est un effort qui est gigantesque. Donc cet effort peut sembler démesuré, la mobilisation collective qu'il demande des citoyens, des entreprises, des administrations publiques, peut sembler utopique. En réalité, c'est encore une fois la démocratie qui nous donnera la solution. Nous ne réussirons à atteindre tous ces objectifs ambitieux que si nos citoyens se sentent partie prenante et partie gagnante de l'effort et non pas spectateurs ou victimes des changements radicaux qui s'imposent. Il y a, face à la perspective de ces changements radicaux, des grincements et même des mouvements de rejet. On l'a vu en France avec le mouvement des Gilets jaunes. L'étincelle de départ, ça a été une taxe environnementale sur l'essence.
Chaque fois que cela se produit, chaque fois qu'il y a des rejets, des mobilisations citoyennes, il faut expliquer encore et associer les citoyens. C'est ce que nous avons fait en France avec le grand débat qui vient d'avoir lieu pendant 3 mois et dont le président de la République, Emmanuel Macron, a tiré, il y a quelques jours, les enseignements. Changer les habitudes n'est jamais facile, en aucun domaine, et pas davantage dans le domaine climatique. Dire qu'il faut agir aujourd'hui pour préparer un avenir meilleur, mais lointain et donc vague, est toujours compliqué. Parce que les gens regardent comment ils vont vivre demain, dans une semaine, 1 mois, 1 an. Mais quand on leur parle de ce qui va se passer dans 10 ans ou 20 ans, ils n'arrivent pas à l'incarner dans leur vie. Et lorsque les difficultés du moment, comme la crise économique et ses conséquences sociales, et on l'a connu particulièrement ici en Grèce, sont fortes, on peut avoir la tentation de considérer la question environnementale comme un luxe de sociétés riches et de gens bien portants. Mais rien n'est plus faux, car ce sont toujours les sociétés les plus fragiles et au sein de chaque société, les citoyens les plus défavorisés qui payent aujourd'hui, déjà, et qui paieront demain le prix le plus élevé des dérèglements climatiques. Et les arguments de raison, je parlais tout à l'heure de la création d'emplois, mais aussi de cœur, laisser une planète viable pour nos enfants et nos petits-enfants, sont forts, très forts. Et ce sont ces arguments qui doivent être entendus et qui doivent être portés loin, plus fort que les propos irrationnels sur l'absence d'un danger mortel pour l'humanité, que malheureusement tiennent encore des pseudo-scientifiques et encore certains responsables politiques. Je vous remercie.